Voilà, donc on va commencer. Donc bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur donc dans le petit salon pour continuer nos échanges en lien avec le thème abordé hier lors de l'émission Regard nouveau sur la société. Derrière cette question, en fait cette expression et cette question, la culpabilité, deux points, sommes-nous tous concernés? Donc on va commencer par un petit tour de salon. On va commencer avec Nadiège, fidèle au poste, qui va commencer donc par nous apporter sa réaction déjà à chaud par rapport au thème, donc lorsqu'elle a vu le thème à chaud, et ensuite l'effet lorsqu'elle l'a visionné, lorsqu'elle a regardé le direct, les analyses qui ont été apportées, la réaction que ça a eu en elle, et puis on sait que souvent tu as des témoignages, donc on t'écoute, Nadiège. Bonjour Angeline et bonjour à tous. La culpabilité, tous concernés. En fait, quand j'ai entendu le thème, j'avais pu relayer un commentaire sur Facebook, mais bon, j'ai dû vraiment réfléchir sur le thème, vraiment, qu'est-ce que la culpabilité pour pouvoir répondre à la question. Donc, la culpabilité, déjà, pour moi, c'est la notion, j'ai mis ça dans la notion d'être coupable, en fait. On se sent coupable de quelque chose. Donc, qui dit coupable, c'est-à-dire qu'on se sent accusé ou on est accusé d'une action, voilà, ou d'une situation verbale que nous avons dite. Et puis, quand on dit coupable aussi, on pense plutôt aussi au terme jugement, c'est-à-dire qu'on est sous l'effet du jugement ou ressentir de la culpabilité. Mais tout cela, ce sont quand même restent des termes sociaux. Après, là, je vais pouvoir apporter mon témoignage là-dessus. Quand nous sommes comment dire ça, dans les assemblées religieuses que j'ai expérimenté, après le baptême, il y avait, ou avant, je me souviens même plus, il y a la notion de repentance. Donc, je me suis retrouvée face à des personnes avec lesquelles j'avais, on va dire, posé de mauvaises actions. Et bien sûr, qui dit de mauvaises actions, dès que je vais te dire que je ressens toujours de la culpabilité vis-à-vis de ce que j'avais fait. Donc, aller, on va dire, demander pardon. Mais au fil des temps, en sortant bien sûr de ces blocs-là, avec cette nouvelle compréhension et ce nouveau regard en fait qui grandit et qui a émergé, je me suis retrouvée face à des actes que j'ai posés, que je n'ai pas, on va pas dire, il n'y avait pas de regret, il n'y avait pas de culpabilité parce que j'étais totalement en accord avec ce que je faisais. Je ne me mets pas dans des situations avec lesquelles je ne peux pas poser des actes, je vais dire, et puis me dire, bon, ah non, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est bien ce que je fais. Parce qu'encore une fois, quand on parle de culpabilité, c'est-à-dire que on a une situation, on a des normes à suivre qui réfèrent toujours avec la notion de bien ou de mal. Ça revient, en tous les cas, la notion de culpabilité revient. Donc, c'est-à-dire j'ai posé une action qui était mal et où j'ai fait quelque chose qui était bien. Et c'est petit à petit, j'ai compris que la notion de culpabilité, en tant qu'être, en tant qu'extension de l'intelligence, n'était pas en fait présente en moi en fait aujourd'hui en fait à l'heure actuelle où je parle, mais je ne m'étais pas rendu compte en fait tout de suite. Hein. Et je vais prendre un terme en fait de la Bible, mais j'ai oublié le passage, donc je vais paraphraser où ça disait que Dieu se regrette d'avoir fait les hommes. Donc, ce Dieu-là regrette d'avoir posé des actions qu'ils se sont coupables d'avoir mis, en fait, des hommes là, avec un état comme ça. Donc, en fait, il faut les détruire. Mais si c'est l'intelligence, l'être, celui qui sait tout, qui connaît tout et qui met tout en mouvement, est-ce que, en fait, il est en désaccord avec lui-même, en fait? C'est-à-dire qu'il pose des actions et puis c'est pas, en fait, finalement, il regrette un peu. C'est-à-dire, il réfléchit, quoi. Donc, voilà, pour l'instant, je vais apporter ce témoignage-là et puis au fil des échanges, je vais pouvoir ajouter. Voilà, donc je laisse la parole. Merci beaucoup Nadiège pour cet apport et puis ce témoignage. C'est vrai que j'allais te poser la question de savoir donc par rapport à ces actions posées il y a plusieurs années, à l'époque donc tu t'es senti coupable
tu as estimé avoir posé des actes, entre guillemets, mauvais. Quelle est ta position par rapport à ces mêmes actions passées aujourd'hui? Comment tu les qualifierais et quel est actuellement ton regard par rapport à ces actions dont tu parlais passées? Les actions passées, et quand je les vois aujourd'hui, je ne pouvais pas agir autrement que ce que j'étais. C'est-à-dire, même si que je voulais ne pas commettre, déjà même la notion même de dire que je ne pouvais pas, ça m'était incombé. C'est-à-dire que je ne pouvais pas réagir autrement face à ce genre de situation ou poser ces actes parce qu'il n'y avait pas autre chose que ce que j'étais, c'est-à-dire la société. Donc, je fonctionne comme la société elle est. Donc, et aujourd'hui, quand on va dire cette petite graine, cette lumière est en moi, je ne peux en fait qu'être ce que je suis. C'est-à-dire, je vais pouvoir expliquer comme ça, hein, je vais essayer de mettre certains mots. Quand on est dans la société est quelqu'un de conflictuel. Même si qu'elle pose des actions, elle les pose sans réfléchir. C'est-à-dire, il y a pas de réflexion, en fait. Il y a pas de réflexion, il n'y a pas de méditation sur l'action posée. C'est, sur le moment, on fonce et puis on se demande après, en fait, ce que c'est. Il n'y a pas la société, et là, on va parler de l'intelligence. Je vais dire comme ça le terme. Il n'y a pas d'intelligence dans ça. Donc, il est clair que quand on comprend pas les actions qu'on pose, on les subit après, en fait. Et de l'autre, quand on est de l'être, là, je redis, les actions, les actes que je pose, j'en ai posé un il y a pas longtemps, mais bon, on va dire entre nous que vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas du tout regretté parce que je savais que c'était ce qui était utile avec moi. Donc, il n'y a pas de notion de culpabilité. Donc, même si l'environnement me met dans des conditions ou me donne des informations pour me sentir coupable, je suis en accord, je suis en harmonie avec moi-même, avec ce que je suis, qui me permet pas, en fait, d'aujourd'hui, de me sentir coupable. J'espère que j'ai répondu à ta question, Angeline. Oui, merci beaucoup. C'est surtout des questions pour puisqu'on est écouté. Il y a des personnes des fois qui se trouvent dans certaines situations. Donc les témoignages, ça permet aussi d'éclairer, d'apporter aussi parfois une autre façon d'aborder des situations et puis élargir, apporter peut-être des éléments de solution, des alternatives en termes de compréhension. Donc oui, je pense que cet objectif-là est atteint. Voilà, je vais donner un simple exemple en fait qui m'est arrivé pour pouvoir bien mettre l'accent en fait, je vais donner un exemple de ce qui m'est arrivé il y a peut-être quelques mois. Comme ça, je vais pouvoir parler de la notion, je vais mettre c'est quoi en fait la culpabilité que je me sens plus comme ça. J'étais dans un bureau dans une banque où j'attendais en fait, hein. Mais je suis arrivé, il y avait un téléphone à l'extérieur bien sûr de la banque puisqu'on peut plus entrer à cause de la situation sanitaire. Donc, j'étais sur un banc public, j'étais assis à attendre mon tour. Et il y avait un téléphone quand je suis arrivé à côté de moi. En fait, le téléphone, il était là depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, bon, il n'est pas à moi le téléphone, j'attends. Sachant que j'avais besoin d'un téléphone. Hein. Et j'ai attendu, j'ai vu que personne n'est venu chercher. J'ai attendu encore 1 heure de temps parce que j'étais là depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas de portable, le téléphone, il est là et tout. Donc, j'explique ça à quelqu'un. Il m'a dit, ouais, mais bon, tu aurais pu laisser attendre, ramener le téléphone pour la personne. Donc, en fait, c'est pour me faire sentir coupable d'avoir, comme si c'était un terme de vol, en fait. Et bon, le téléphone, je l'avais trouvé. Donc, j'ai expliqué qu'il faudrait que la personne, en fait, qui ait perdu son téléphone, que la prochaine fois, qu'elle fasse un petit peu plus attention à ne pas poser ses affaires n'importe où. Et voilà, en fait, ce que j'ai expliqué, que la personne a pu comprendre, en fait, l'interlocuteur que j'avais en face. Donc, la culpabilité ne vient pas de nous, en fait. Elle vient des autres, en fait. Ça dépend comment on traite les informations. Et je pense qu'il y a aussi la connaissance de qui on est, en fait. Tout ça, c'est comment dire, ce sont pas dire des paramètres, mais il faut en fait se comprendre, se connaître, connaître les autres en face, apprendre des situations pour pouvoir vraiment comprendre vraiment le terme de la culpabilité. Donc voilà, Angeline, j'espère que dans mon témoignage, en fait, ils vont pouvoir comprendre et de toute façon, avec lui qui est ton intervention, ça va être un petit peu plus clair. Oui, en tout cas, c'est déjà très clair. Merci pour ce témoignage très parlant. Et à travers donc ta prise de parole, il y a des mots-clés qui ont intervenu. Il y a cette notion de conscience,
cette notion d'objectif, donc la notion de connaissance de soi, et donc l'alignement des actions que l'on pose par rapport à ces paramètres, la connaissance de soi et les objectifs à atteindre. Il y a aussi cette notion d'apprentissage, j'utilise le terme apprendre, la notion d'apprentissage qui a été hier très bien illustrée, très bien analysée, qui est très bien intervenue dans la prise de parole d'ailleurs de Luc, lorsqu'il disait que dans l'apprentissage, il n'y a pas de culpabilité, mais il y a cette notion aussi d'harmonie, le terme harmonie que tu as utilisé, l'harmonie avec soi, c'est-à-dire en lien avec cette pleine conscience de qui l'on est et donc des actions qui favorisent donc le développement, l'épanouissement, le développement de cette perception, de cette identité et aussi identité-perception qui est corrélée, dont est consécutive des actions que l'on va poser pour structurer souvent cette perception, cette réalité, cette idée, cette pensée que l'on incarne. Donc voici un petit peu l'articulation de tous ces mots-clés que tu as pu apporter à travers ta prise de parole, que je trouve qui résume d'ailleurs très bien le fond des analyses que nous avons eues hier. Je vais me permettre, avant donc de laisser la parole à Luc, pour déjà rebondir sur ce que tu as pu apporter, je vais lire rapidement l'intervention de Maryse, et puis Luc, tu vas pouvoir intervenir juste après. Donc Maryse nous dit: la culpabilité pour elle a commencé, elle avait 5 ans, et elle s'est terminée 6 décennies plus tard. Pourquoi ça s'est terminé? Elle dit simplement le changement de sphère, c'est dans la sphère créative, je pense qu'elle voulait dire créatrice aussi, où tout s'est terminé. Merci beaucoup Maryse pour ce témoignage. On te laisse la parole, Luc. Voilà, merci beaucoup et bonjour à tous. Je pense que ma prise de parole commencera par le témoignage de Maryse qui est assez intéressant. Et ce qu'il faut souligner dessus, c'est que il y a ce qu'on peut appeler une ancienne Maryse, un ancien logiciel, dont en lien avec la société, avec la personne morale. Et maintenant, la Maryse qui est supposée ne plus se ressentir, ou alors ne plus ressentir la culpabilité, ce n'est pas l'ancienne Maryse, c'est la nouvelle. Ça veut dire que là, il y a une nouvelle architecture, un nouveau personnage, une nouvelle manière de se penser et de voir les choses, dont la source, si elle n'est plus directement de la société, donc elle ne se sent pas concernée par le mécanisme de la société mis en place pour créer la culpabilité, pour l'alimenter et pour retenir l'individu dans le rôle qui lui est assigné dans ce mécanisme social. Et ça, c'est très important, c'est qu'il faut souligner dedans. Et puis, je pensais à la question qu'on avait posée à un très haut responsable au ministère de l'Éducation nationale française. Quand on lui demande, c'est un neuroscientifique, je crois que c'est des gens, sont les ingénieurs de l'éducation. Ce sont ces gens qui conçoivent les programmes scolaires à partir desquels on fabrique les populations. Alors le journaliste lui pose la question de savoir qu'est-ce que veut dire apprendre. Et la réponse du monsieur est extrêmement pertinente, parce qu'en réalité, faisant ressortir totalement le mécanisme de la société, le monsieur répond en disant « Apprendre, c'est internaliser les représentations extérieures ». Et qu'est-ce qui est représenté à l'extérieur? Donc, représentations extérieures sont à peu près comme ce qu'on appelle dans la Bible le logos, c'est-à-dire le premier élément à partir duquel on va fabriquer tous les autres éléments. Donc, ce qui est représenté à l'extérieur, ce sont les normes, sont les règles, sont les lois, sont les paradigmes. Bref, ce sont les normes, sont les règles, les lois. Bon. Et puis, quand on t'éduque, on internalise, on fait de toi l'internalisation de ces règles qui sont représentées à l'extérieur. Comme je faisais l'exemple hier entre le code de la route, représenté à l'extérieur à travers les panneaux Rousseau,
et puis l'application du code de la route qu'on va mettre dans celui qui apprend à conduire. Voilà. Et donc, ça fait que tu n'es pas autre chose que les normes ou les lois représentées à l'extérieur. Et donc, tu interagis avec ces lois. Et c'est ça, donc, qui crée ce que l'on peut ressentir, culpabilité, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, comme on évolue au fur et à mesure, je te laisse, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque cette notion d'éducation finalement, hein, qui est au centre de cette question au niveau de la culpabilité, parce que une des questions qui a été posée hier, c'est est-ce que la culpabilité est innée, il y a même le terme légitime, ou est-ce qu'elle n'est qu'une pure construction sociale? Et on a vu, on a bien entendu, et je pense que les uns et les autres peuvent, avec des éléments factuels du quotidien, comprendre que, comme tu parles, il y a cette internalisation en amont de normes qui va donc se personnifier, se cristalliser derrière ce que l'individu appelle moi, ce fameux moi juridique, donc qui a des droits et des devoirs en société et donc qui doit respecter donc des normes, des règles, un contrat de citoyen, n'est-ce pas, et que qui se matérialise au niveau extérieur par différentes lignes rouges et des lignes rouges pour lesquelles tout le monde s'accorde que pour entre guillemets la sécurité, la pérennité en tout cas de la chose sociale, qu'il faut que chacun respecte. Et donc il y a même cette fameuse institution au-dessus, l'institution judiciaire, qui s'assure qu'il y ait la représentation, le déploiement de cette personne morale qui s'incarne au niveau de la structure sociale, qui s'assure que chacun effectivement joue son rôle. Et on a bien là, donc quand Maryse parle de cette sphère créatrice, on est là dans une autre sphère, une sphère au-delà de cette réalité, de cette personne morale qui finalement s'internalise sous forme de normes dans les personnalités juridiques. Et donc c'est dans cette sphère, comme elle dit, que l'on peut se déployer. Et cette sphère-là aussi, elle est dans une démarche de procréation, donc de construction d'une nouvelle identité. Et c'est pour ça que c'est souvent graduel, qu'au fur et à mesure, on se révèle en fait cette dimension occupabilité. Il y avait un point sur lequel je voulais rebondir par rapport au témoignage de Nadiège, qui me venait d'ailleurs quand tu parlais. Par exemple, par rapport au téléphone, l'exemple du téléphone, ça me fait le lien avec la notion de degré de culpabilité dont on parlait hier, dans le sens où ce qui peut culpabiliser une personne ne va pas forcément culpabiliser une autre. Donc, on parlait du bagage programmatique, éducationnel et de l'environnement qui va déterminer cela. Et il y a surtout au niveau des degrés, certaines personnes qui vont dire, oui, mais voilà, si par exemple je pose un acte vers autrui, entre guillemets, on peut dire que il va être plus facile que, entre guillemets, je me sente pas coupable. Mais il n'est pas forcément sûr que si c'est autrui qui poserait le même acte envers ce que j'appelle moi, que je ne serais pas dans l'exigence de cette fameuse notion de culpabilité. C'est-à-dire quand on va au tribunal et que quelqu'un aurait posé un acte, il y a des personnes qui revendiquent le fait que cette personne soit coupable. Donc, il y a peut-être parfois certaines personnes qui ont cette aisance à poser des actes qui peuvent être vus comme nuisants à autrui, mais qui, en retour, elles estiment que la culpabilité doit être portée à l'extérieur. Donc, il y avait ce point-là qui me venait et que je voulais donc que tu puisses aborder au niveau de cette légitimité qui persiste souvent dans l'imaginaire social en termes de la culpabilité. Oui, merci. D'abord, en fait, tu as dit beaucoup de choses très pertinentes dans l'analyse que tu venais de faire. Il faut d'abord rappeler que on va y aller étape par étape. Et puis après, nous arriverons sur ce qu'est la légalité. Voilà. Et donc, nous sommes dans un espace, on appelle l'espace social, qui en soi est un très très grand champ, où des fois, les termes qu'on utilise pour faire allusion à cet espace social, on parle du monde. Le monde, c'est un monde.
Voilà. Et puis, ce monde est à concevoir comme un écosystème. Écosystème, ça veut dire que c'est un système dans lequel il y a des multiples systèmes à l'intérieur. Donc, on parle des multivers. Donc, ça veut dire des univers dans un univers. Bon, alors, pour prendre un exemple simple, un exemple précis, lorsque vous arrivez dans un pays, on dit un pays, juridiquement parlant. Bon, dans ce pays, il y a ce qu'on va appeler dedans des tribus. Et ces tribus peuvent représenter en elles-mêmes des mondes, dans le monde, c'est-à-dire des pays dans un pays. Bon, qui dit tribu renvoie toujours à une certaine particularité éducative de repères, ainsi de suite. Bon, et donc ces repères vont constituer des normes qui vont être internalisées à travers ce qu'on va donner comme éducation. Quelqu'un qui est issu de cette tribu, on lui donne cette éducation. Donc, le rapport qu'il va avoir avec le monde extérieur n'est pas exactement le même que quelqu'un d'autre qui n'est pas issu de cette tribu. Et dans les tribus aussi, il y a ce qu'on va appeler des familles à l'intérieur. Vous voyez un peu la pertinence de la chose. Ce qui va faire en sorte que tu vas mettre les gens de la même tribu, qui représentent la même tribu, mais la tribu elle-même segmentée en familles. Ces gens-là, en réalité, représentent le même monde, mais à des degrés divers. Donc, forcément, s'ils sont en face de situations, ils n'auront pas ces situations n'auront pas la même incidence, n'auront pas le même impact en termes de, comme nous parlons de culpabilité, ils ne réagiront pas avec le même degré de culpabilité. Bon. Et autre chose étant aussi que, généralement, la société, si nous rentrons dans cet espace, c'est un espace d'intérêt total. Bon, et lorsqu'on prend les matériaux à l'intérieur pour construire X ou Y, on construit un champ d'intérêt, un sous-champ d'intérêt dans un grand champ d'intérêt dont l'individu lui-même, au-delà de la forme qu'on va voir, nous rentrons là dans une somme d'intérêts. Bon, et généralement la culpabilité elle-même va être, la culpabilité ou non-culpabilité bien sûr, va s'exprimer en fonction d'une action qui est conforme à l'intérêt ou alors non conforme à l'intérêt. Vous voyez, donc ça va jouer sur ce que l'individu représente. Et puis quand on va plus loin, on va toucher ce qu'on va appeler la légalité. Bon, la légalité, qui est-ce qui la fixe généralement? Bon, elle peut être fixée des fois sur le plan familial ou sur le plan tribal, ainsi de suite, ou alors sur le plan étatique. Parce que je suis allé voir tout à l'heure, terme d'égalité veut dire ce qui est conforme à la loi. Et puis, là, quand on parle de la loi, on parle de ce que les juristes appellent la loi positive. Vous voyez, le droit positif, c'est-à-dire le contraire des lois de la nature, la loi de la nature. Donc, le droit positif, en fait, renvoie aux normes, aux règles que la société va mettre sur pied pour pouvoir protéger ses intérêts et pour pouvoir déterminer le comportement des individus vis-à-vis de leurs intérêts individuels et puis vis-à-vis des intérêts de la société. Donc, c'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Donc, pour la société, ton comportement qui nuit à ses intérêts va être illégal. Vous voyez, parce que ça ne respecte pas les règles établies, donc finalement, ça menace les intérêts de la société. Et pour la société, ça va être illégal. Et généralement aussi, vis-à-vis de soi, quelqu'un qui pose un acte qui nuit à tes intérêts, de toute façon, même si son acte, quelque part, repose aux lois de la société, aux normes établies par la société, vis-à-vis de toi, puisque ça nuit à tes intérêts, ben, son acte va être considéré comme illégal. Donc, ça va être opposé à ton jugement individuel, ton jugement personnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. C'est exactement ce point-là, parce qu'il y a notamment à travers aussi ce qu'on partageait hier et le témoignage de Nadia, cette double dimension, cette double référentiel finalement qui est intriqué. C'est-à-dire qu'on peut être entre guillemets ce qu'on appelle soit le siège de cette émotion de culpabilité ou être soit celui qui aurait posé une action qui va être évaluée au niveau extérieur comme coupable, mais on peut être aussi donc représentant de cette même société, donc de cette légalité, le siège de celui qui va envoyer des ondes, qui va être la représentation de la norme extérieure vers
donc et juger l'action d'autrui. Donc il y avait cette double dimension comme tu parles, et j'apprécie beaucoup ce terme d'intérêt que tu fais intervenir, qui en fait qui clarifie tout. C'est-à-dire qu'effectivement ce que l'individu est, c'est une somme d'intérêts, et donc les normes viennent sécuriser cet intérêt. On fait usage des normes, on fait usage entre guillemets de la loi, on fait usage de tout pour sécuriser cette dimension d'intérêt. Donc, en fonction du degré de représentativité, il y a certaines peut-être normes que l'on va estimer entre guillemets transgressées en vue de l'atteinte de la sécurité de ces intérêts, mais et on va voir qu'en retour, il y a une protection finalement de cet intérêt vis-à-vis d'autrui. Il faut pas quand même que l'action d'autrui vienne soit jugée comme nuisant à l'intérêt. Et donc tous ces degrés-là ramènent à toujours cette dimension morale qu'est la société. C'est pour ça que je trouve que c'est très profond au niveau de la connaissance de soi, et pouvoir vraiment identifier cette sphère qui, elle, est exempte de cette double dimension de culpabilité. Donc voilà, c'était parfaitement ce que je voulais aborder. Je te laisse rebondir, et puis après on va voir si, puisqu'on a été rejoint par Marc et Freddy, s'ils ont des points à nous apporter. Donc Luc, je te laisse rebondir si tu veux. Ok, ben je pense que ceux qui viennent d'arriver je suppose qu'ils nous ont suivis. On leur laisse la possibilité de pouvoir réagir, et puis après nous continuerons. J'aimerais toucher davantage tout à l'heure, souligner cette question de l'égalité, c'est-à-dire la sphère des compétences, la question de la légalité. Vous voyez, souvent c'est surtout au niveau de comment on appelle ça, l'univers politique français ou bien occidental, qu'on entend les hommes politiques répéter cela, les hommes politiques de premier plan. Ils disent je comprends que les actes posés, que la population ne les aime pas, je les comprends très bien, mais je suis en phase avec moi-même, avec ma conscience. Vous voyez, parce que ce sont des gens qui savent que la population juge à partir des règles qui ont été établies, qui ont été organisées pour réguler les populations, pour limiter le champ de perception des populations, et ainsi de suite. Bon, et comme un homme politique, lui, se considère d'une architecture au-dessus de cette sphère sociale, il ne se sent pas directement concerné par ces règles-là. Donc, ça fait que lorsque lui, il pose ses actes en fonction de ses objectifs, en fonction de son monde, ces actes peuvent paraître illégaux vis-à-vis de la norme sociale, c'est-à-dire la norme de premier plan, la loi opposée, mais lui, en sachant qu'il n'est pas directement concerné par ces normes-là, il ne se sent pas en disharmonie avec lui, il se sent en phase avec lui. Voilà. Tout à fait. Et c'est exactement cet extrait en fait, ce que avait dit Monsieur Valls, lorsqu'il avait été accusé de ces postes fictifs. Il avait dit que sa conscience ne l'accuse en rien. Donc il est totalement. C'était Monsieur Fillon. C'était Monsieur Fillon. Ouais. Merci Monsieur Fillon lorsqu'il se présentait. Merci beaucoup. Et effectivement, il disait que sa conscience ne le jugeait en rien. Maintenant, il n'est pas sûr que face à certains événements, lorsque ses intérêts à lui semblent être menacés, qu'il ne soit pas dans une dimension de juger coupable en face. C'est surtout aussi ce point qui me fait voir lorsqu'on est dans les degrés de culpabilité, c'est-à-dire qu'on reste dans la sphère sociale. Parce que dans la sphère sociale, il y a effectivement, en fonction du degré de représentativité, une aisance à être totalement audible, comme on parlait d'hypersensibilité, donc hypersensible à son intérêt. Donc voilà, ne prenant pas en compte, étant un petit peu mort à ce que la vie d'autrui peut avoir, mais il y a toujours quand même cette notion qui est là sous-jacente, parce qu'il y aura un jugement envers des actions extérieures pour lesquelles on va peut-être exiger cette notion de reconnaissance de la culpabilité. Voilà, donc moi c'est comme ça que ça me permet d'affiner la nette différence identitaire
qui existe entre donc ces degrés de culpabilité et l'être qui est exempt. Parce que l'être qui est exempt, c'était la question que j'allais te poser. Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais c'est bien beau de dire ça, qu'on peut poser des actions et puis on se sent pas coupable, c'est bien beau. Mais quelqu'un peut dire, mais et si toi, tu te retrouves dans une situation et donc tu as, on dit, des êtres chers, tu as femme et enfant ou tu as des amis, des personnes très proches et que il y ait quelqu'un qui pose une action envers ces personnalités. Il y a des fois des drames, puisque souvent dans les tribunaux, c'est ces choses-là des fois qui se jugent, qui concernent la population, des meurtres, des crimes, etc. Ben, quelle est la situation? Est-ce que là, la culpabilité n'est pas légitime? Et en fait, dans l'identité qui est hors culpabilité, dans les deux champs, dans les deux sens, elle n'analyse pas la situation pareille. Et c'est ça vraiment qui est un indicateur réel. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Marc. Je voulais ajouter vite fait quelque chose sur ce que tu as dit, hein, et je vais laisser la parole à Marc. Effectivement, dans tout ce que tu viens de dire, et bien sûr, Luc, en fait, on se sent pas coupable d'une action qu'on a posée, mais la question est si envers ce qu'on dit nous-mêmes soit, on pose la même action, est-ce que justement on aurait la même réaction, en fait? Tout à fait. C'est ça, c'est là qu'il y a, je pense, la clé au niveau identitaire. Parce que moi, je parle par, comme on dit souvent, le vécu. Hein. Il y a cette notion, des fois sous le notion de respect, etc. Combien des fois de relations, même on parle au niveau amical, familial ou autre, qui créent des tensions à l'intérieur parce que on estime qu'en face, quelqu'un a posé un acte. Nuisible, qui nuit à ce qu'on appelle par exemple soi, etc. Et qu'on trouve, il y a une tension qui apparaît parce que c'est comme si en face la personne n'est même pas consciente de l'impact ou de la nuisance que cela peut apporter, comme s'il n'y a pas une reconnaissance de la culpabilité. Donc il y a une tension qui se crée à l'intérieur qui exige, qui se dit exiger de façon légitime qu'en face c'est une reconnaissance en fait de la nuisance. Et donc tout ça c'est une identité, c'est la même identité au niveau social. Même si et cette même identité qui va vouloir réclamer en face que l'autre reconnaisse, elle peut dans certaines situations par rapport à des intérêts ne pas avoir de difficulté à poser certains actes. Et aussi, dans d'autres situations, se culpabiliser par rapport au degré d'acte qu'elle aurait posé. Donc, c'était, pour moi, je trouve ce point très, très, très important et très révélateur au niveau identitaire. Et comme on parlait de le niveau de connaissance de soi. Donc, voici, Marc, j'espère que tu peux intervenir audiblement avec nous. Est-ce que tu as vu l'émission d'hier? Tu as pu entendre déjà des choses, des points qui ont été soulevés. Donc, on te laisse la parole pour nous apporter ta contribution. Bonjour à tous, bonjour à Luc et à Angie et à tout le monde. Hier, j'ai suivi un peu l'émission. C'est vrai que j'étais dans les courses, mais j'ai pris le temps d'écouter un peu et j'ai trouvé les sujets très intéressants. Déjà au niveau de la culpabilité, etc. Mais voilà un peu ce que je pourrais apporter, c'est que si on regarde très bien, même au niveau de ce qu'on appelait la Bible, elle est même mentionnée dedans là-bas. La culpabilité est mentionnée dedans. Parce que il y a quelque part, il y a une des lois qui a été donnée par Dieu qui dira que tu commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne feras pas, tu commettras pas d'adultère. Si on regarde très bien, si on a des analyses très profondes, on va comprendre très bien que ces lois sont même tirées des lois physiques. De même que lorsque un individu commet cet acte qui est jugé être contraire à ce que Dieu a dit, tout de suite, la personne se sent coupable. Donc, il est obligé d'aller se confesser devant Dieu, aller reconnaître ses péchés, etc., etc. Donc, on va voir très bien qu'elle touche vraiment très bien. Mais il y a des personnes qui peuvent commettre ces actes comme ils ne sont pas au même niveau que la population. Elle ne se sent pas concernée. Donc, elle ne doit pas se confesser devant qui que ce soit. Et il y a cela. Donc, elle ne se sent pas culpabilisée, elle ne se sent pas coupable dedans. Voilà. Et
on va voir un peu avec Aaron, avec Moïse sur la montagne. On va voir que il y a ces exaltats qui sont répétés à tous les niveaux. C'est comme une fois j'ai échangé avec Luc, je lui ai dit comme ça que même ces culpabilités, etc., qu'on peut connaître, viennent de la doxa. Parce que la doxa, elle est à l'origine de toutes les religions. Voilà. Pas comme dénomination, mais au-delà des dénominations, voilà, la doxa est à l'origine. Donc là, c'est de la doxa qu'on va tirer toutes les lois dont on va imposer, dont on va présenter, auxquelles la population doit obéir. Donc c'est lui qui enfreint à la doxa. Donc du coup, elle doit aller se confesser. Donc ce qui se passe un peu avec certains milieux où lorsque tu voles, tu dois reconnaître devant Dieu que tu as volé. Et quand tu ne reconnais pas, puisque ce sont des normes que la société a établies juste pour veiller si c'est ce qu'elle-même elle a produit. Donc lorsque quelqu'un commet un guillemot, l'adultère, elle est obligée d'aller se confesser devant Dieu, reconnaître ses péchés devant Dieu. Ou si l'individu n'a pas fait, l'individu va se sentir mal dans sa peau, comme on le dit. Elle va se sentir mal dans sa peau, elle va se sentir culpabilisée, un truc de ce genre. Donc voilà un peu ce que je peux apporter pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour ce lien, effectivement, avec notamment la perception, l'utilisation des écrits et puis toutes les dénominations derrière qui ne sont finalement que des spectres, hein, des filles de l'institution sociale globale et dans lesquelles on trouve vraiment même les sièges les plus puissants les meilleurs défenseurs de la doxa sociale, des normes et qui sont vraiment plus que des policiers et des gendarmes, des auxiliaires très très utiles pour rappeler la norme et ramener à l'ordre quiconque penserait même à franchir les lignes rouges. Alors, je vois que nous avons Freddy aussi avec nous. Je ne sais pas si tu veux intervenir audiblement. Donc, je ne sais pas si tu sais, il y a une petite main. Il faut que tu appuies dessus. Ça va me faire une demande d'intervention. Et je pourrais te donner à ce moment-là la parole. Freddy, si tu veux intervenir audiblement. Si là où tu es, tu ne peux pas le faire, il faut le faire par écrit. Donc, on va revenir sur le point, puisqu'il semble être déconnecté, on va revenir sur le point de la légalité, dont tu voulais parler. Luc, je vais essayer de vous faire écouter l'audio que j'ai réussi à extraire. Et puis dessus, ça va permettre qu'on rebondisse sur cette notion, finalement, de savoir si même au niveau de la loi, on est tous égaux. Est-ce que la loi déclare finalement tout le monde coupable? Alors, je vais vous faire écouter. Dites-moi si vous entendez. Commission d'enquête très sérieuse du Sénat, ce cabinet n'a pas payé d'impôts en France entre 2011 et 2020. Une réaction. Je veux que toute multinationale paye des impôts dans les pays où elles travaillent. Ils paieront leurs impôts. Donc, au-delà de ça, ce qu'on a fait, c'est une réforme de l'imposition minimale. Et pour les multinationales qui ne payaient pas d'impôts, c'est pas le sujet. C'est ce cabinet qui n'a pas payé son impôt. Non, il ne peut pas rattraper son retard. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les règles qui étaient en vigueur. L'administration fiscale va regarder. S'il a fraudé, il les paiera. S'il n'a pas fraudé, mais qu'il a utilisé des schémas d'optimisation fiscale, il ne les paiera pas et vous n'irez pas les rechercher. Parce que la loi, c'est la loi. Voilà un petit peu l'extrait. J'espère que vous avez pu écouter. Donc, cet extrait est vraiment pour moi très intéressant et très révélateur de cette architecture sociale très complexe. Donc là, on a le président de la République française devant lequel on expose des faits que la population juge coupables sur la lecture, leur lecture d'ailleurs de la loi concernant, là on est dans la fiscalité, je ne sais pas si vous êtes au courant du scandale au niveau des McKinsey et puis aussi de soupçons d'évasion fiscale même de monsieur Macron. Donc on expose ces faits, des faits qui selon l'interprétation collective sont jugés coupables et on attend donc de la représentation de la justice que représente le président, qu'il reconnaisse la culpabilité et montre comment il va faire valoir cette culpabilité et donc la réparation
derrière au vu donc de tous ces défenseurs de la loi que sont les populations, et donc cette grande surprise d'entendre de la bouche du président que non, ces personnes ne sont pas coupables selon la loi. Donc là, j'ai trouvé très intéressant, d'où la question que je vais te poser, Luc, pour te permettre d'embrayer sur cette notion d'illégalité. Finalement, est-ce que la loi reconnaît tout le monde coupable? Alors, Luc, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, si tu as entendu la question. Pardon. Oui, j'avais le micro fermé. Je pense que vous me suivez maintenant. Alors, oui, on t'entend. Voilà, donc, alors, je vous disais que je vais prendre un exemple pour essayer de répondre à la question que tu poses. Pour le cas, par exemple, de la France, la loi ou la législation établit que le président de la République, parce qu'on estime que le président de la République incarne la République et que toutes les actions du président sont inspirées par la République, dont l'État, et pour l'intérêt de l'État. Et cela veut dire que si le président pose un acte pendant ses fonctions, pendant la durée de son mandat, il pose un acte qui est pour l'intérêt, quel que soit l'acte qu'il pose, quelle que soit la mission qu'il ordonne, l'ordre qu'il donne, et qui soit dans l'intérêt de la République, le président n'est pas jugeable, il n'est pas condamnable. Vous voyez, par exemple, le président peut donner l'ordre d'aller tuer quelqu'un parce qu'il estime que cette personne représente une menace contre les intérêts de la République. Bon, on ne va pas considérer ça comme un assassinat. Parce que c'est aussi la loi qui établit qu'est-ce que c'est qu'un assassinat et qu'est-ce qui n'est pas un assassinat. Vous voyez? Donc, pour dire que toi, tu vas poser un acte, toi, une personne simple, bien sûr, qui est la fonction de la personne morale dans la société, tu poses un acte, mais dont la société estime que cet acte-là est contre ses intérêts. Contre l'intérêt, on peut dire l'intérêt national, et ainsi de suite. Et pourtant, l'acte que tu poses, il est motivé par ton intérêt. Mais cet acte va être illégal. Tout simplement parce que il nuit aux intérêts de la société. On peut dire à l'intérêt, entre guillemets, à l'intérêt national. Donc, le président, il pose un acte et on estime que cet acte-là est en faveur de l'intérêt national. Donc, l'intérêt de la société, quel que soit l'acte, c'est-à-dire, il peut donner même l'ordre qu'on aille détruire un quartier, il peut donner l'ordre qu'on fasse dans l'exercice de ses fonctions. Si, en vérifiant, on se rend compte que son acte est motivé par l'atteinte ou la poursuite de l'intérêt national, le président n'est pas jugeable. Vous voyez à peu près donc, pour dire que pour répondre à ta question que tout le monde n'est pas égal en fonction des actes qu'il pose devant, entre guillemets, le principe de l'égalité, devant la loi. Donc tout dépend de l'intérêt qui motive l'action de l'individu. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'égalité, même au niveau de la loi, puisque c'est en fonction du champ de représentativité. Donc, si pour ceux qui ont un niveau de perception embryonnaire, parce que tu associais cette notion d'objectif et de loi, de lien, relation avec la loi, avec la notion de fonction, je trouve qui est très pertinente, puisque la fonction détermine le champ d'expression, le champ de déploiement et le champ d'outils qu'il est autorisé d'utiliser pour atteindre ses objectifs. Et donc, par rapport à cette fonction qui est allouée à la personne morale, tout le monde n'est pas égal. En fait, tout le monde n'est pas égal. Et ce qui arrive souvent à la population, c'est n'étant pas consciente de cette réalité, elle est souvent dans l'impertinence d'exiger à une représentation avancée, donc qui a légalement droit à un champ beaucoup plus vaste, voire presque illimité relativement au champ de la société, de ressources et d'actions posées. Elle est dans l'impertinence d'exiger qu'il soit soumis donc aux mêmes exigences et soit considéré, soit sanctionné comme elle, alors que elle, au niveau de ce qu'elle représente comme fonction, même d'utilité publique, elle est moindre. Donc, il est même juste
selon cette conception de la loi, qu'il n'y ait pas égalité, équité en fait, il n'y ait pas égalité dans le rapport et dans la gestion et dans dans les sanctions qui vont être appliquées. Et je me rends compte que voici un nœud très profond au niveau de la société qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépressives, ne comprennent plus, sont déçues parce qu'elles ne comprennent pas mais pourquoi c'est toujours les entre guillemets les prolétaires, la population qui paye, et il y aurait on verrait comme des grands leur serait tout permis. La question est de poser, mais au niveau des fonctions, est-ce que vous jouez les mêmes fonctions? Êtes-vous aussi utile aux intérêts sociaux et à ces intérêts globaux que ces personnalités? Et je pense que ces personnes pourraient reconnaître que non, et donc c'est cela qui explique cette dissociation, cette différence de prise en compte des intérêts. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que tu veux dire. Oui, Angéline, c'est qu'au-delà du fait que la société, c'est-à-dire personne morale, va analyser les choses de la manière dont nous l'avons dit, si nous revenons dans le fonctionnement quotidien des uns et des autres, socialement parlant, c'est-à-dire en tant que projection multiple de ce qu'on peut considérer ici comme personne morale ou l'édifice social ou la mentalité sociale, vous verrez que cette différenciation face au jugement quotidien est applicable dans chacun. Chacun applique le même jugement, chacun exerce le même jugement. C'est que souvent, le jugement que chacun exerce face aux situations est fonction de la prise en compte de ses intérêts ou non. Vous voyez, la prise en compte de ses intérêts ou non. Voilà. Donc, ce qui donne de comprendre les objectifs, par exemple, de la société lorsqu'elle organise l'espace à travers un ensemble de règles et de normes. La société n'organise pas un espace à son détriment, mais à son avantage. C'est pour protéger ses intérêts. Donc, quand la société met sur pied les règles, les normes, ou ce qu'on va appeler loi, c'est toujours pour protéger ses intérêts. Voilà. Et lorsque la société te sanctionne parce qu'elle estime que tu n'as pas pris en compte, elle estime que tu n'as pas respecté les règles qu'elle a mises sur pied pour protéger ses intérêts. Donc, elle estime que tu as nui à ses intérêts. C'est d'ailleurs pour ça que si vous allez dans un tribunal, voir comment les audiences se déroulent, c'est qu'il y a souvent un représentant du ministère public, dont le procureur. Le procureur, lui, il est toujours, c'est un accusateur, c'est-à-dire il te demande les comptes au nom de la société. C'est que le procureur généralement fait ressortir, ce sont les fautes de l'individu par rapport aux normes établies. Le procureur estime que l'individu a posé des actes contraires à la loi, contraires au code civil, contraires entre guillemets, ainsi de suite. Et puis le président du tribunal, il est là pour examiner les comportements de l'individu vis-à-vis de ces normes établies. Donc, le procureur demande à ce que l'individu soit sanctionné parce que son comportement a nui aux intérêts de la société. Et la plupart du temps, la personne qui va violer la loi, c'est parce qu'il la viole en faveur de ses intérêts, ses propres intérêts. Voilà. Et donc, ce qui fait que cette inégalité de vis-à-vis, par exemple, la loi, du jugement, tu l'as souligné, le président Sarkozy rappelait que les gens, les Français, réclament justice. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que justice ne veut pas dire nivellement. Chacun doit être jugé ou doit recevoir en fonction de ses fonctions, de ses missions. Donc il y a des gens dont la société estime qu'ils ont des missions importantes pour l'intérêt global, l'intérêt de la société. On ne va pas les juger de la même manière qu'on juge quelqu'un qui, lui, il accomplit une fonction qui ne soit pas à la même hauteur. Et si nous rentrons quotidiennement, vous verrez que c'est même ce qui est à la base des conflits au quotidien. Ce qui est à la base de ce que les gens peuvent appeler injustice. Alors, prenons l'exemple que vous avez un groupe de 5 personnes ou 10 personnes. Bon, et parmi ces 10 personnes, il y a des affinités les uns entre les autres. Il y a quelqu'un qui pose un acte dont on estime contraire à la règle que tout le monde reconnaît comme une règle à respecter. Bon, mais c'est pas parce que les autres, en fait, la personne qui a posé des actes, il y a peut-être 2 membres du groupe
qui ont des affinités, qui ont des intérêts communs. Ils ne vont pas juger la personne de la même façon parce que les personnes tiendront compte de leurs intérêts vis-à-vis de leur posé. Oui. Tout à fait, c'est vraiment pertinent. C'est pour ça que souvent, quand on dit État, il y a souvent cette tendance à extérioriser, voir ailleurs, voir si les autres, etc. Alors que c'est une identité en fait. Et donc, il n'y a pas, en dehors de ce qui se meut en général au niveau extérieur, de dissociation avec cette notion d'État, donc avec des caractéristiques qui s'expriment au quotidien. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très important le bilan identitaire réel au niveau des deux facettes qui sont sous-jacentes derrière cette notion de culpabilité. Et puis le point aussi que tu soulignais, le mot qui me venait, c'est ce fameux intérêt supérieur de l'État. N'est-ce pas? Il y a toujours, lorsqu'il y a certaines situations exceptionnelles, on arbore cette expression, l'intérêt supérieur de l'État. Et donc, c'est l'intérêt supérieur de l'État, finalement, qui est la loi. Et c'est à partir de cela que va être interprété même ce qu'on appelle les codes juridiques, etc. Et c'est même ça, là, notamment la fonction des juristes, des avocats, qui doivent à un moment donné être là dans le conseil, dans la conscience de l'intérêt supérieur de l'État, et donc réussir à évaluer l'utilité, l'action, la portée de l'action par rapport à cet intérêt supérieur de l'État. Et c'est ça qui va exempter les uns et les autres éventuellement de ce qu'on appelle la culpabilité. Donc voilà, d'ailleurs on a avec nous un juriste, on est rejoint par Thomas. J'aimerais beaucoup l'entendre à ce sujet. Je ne sais pas si tu peux intervenir audiblement, ou même si tu ne peux pas le faire, si par écrit il est possible de rebondir par rapport à ce point de la légalité, puisqu'on parle de culpabilité. Être coupable est notamment reconnu par la loi. Je ne sais pas si tu as entendu les différentes interventions, l'approche notamment par rapport à cette notion de légalité qu'a apporté Luc. Donc, n'hésite pas à nous apporter ton regard dessus. Je vais laisser la parole à Nadège. Oui, vas-y. Oui, en attendant que Thomas puisse se connecter, j'aimerais en fait poser une petite question à Luc pour pouvoir bien savoir si j'ai bien compris en fait la notion de l'égalité. Je vais prendre par un exemple, puisque ce sont des conversations que j'ai dans le quotidien, où je parlais de l'avortement avec quelqu'un qui disait qu'il était contre l'avortement. Et on lui posait la question, en lui demandant, est-ce que tu es contre l'avortement aujourd'hui? Si jamais, dans ton environnement, en fait, une sœur, un frère, une de tes sœurs, une cousine, et a été, en fait, violée, on va dire, physiquement, et est tombée enceinte, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas accepter, en fait, que tu fasses, qu'elle se fasse avorter, du moins? Donc, il répondait que oui. Donc, j'ai dit, mais finalement, en fait, on n'accepte pas dès ce jour, on accepte, mais sous condition. Est-ce que c'est bien ça, Luc? Oui, c'est ça, Nadège. D'ailleurs, en fonction de l'évolution des intérêts des gens, ils n'ont pas le même jugement devant des situations, en fonction de l'évolution de leurs intérêts. Ok, merci. Angeline, je te laisse la parole. Tout à fait. En fait, là est la mystique, comme on dit souvent, la mystique de la société, toute la mystique de la société, et donc son expression plurielle sous les différentes formes. Et donc, c'est cette conscience qui est inégale dans les différentes représentations. Il y a ceux qui sont pleinement conscients, plus ou moins pleinement conscients de cette réalité, donc ils vont être très efficaces. C'est même ces personnes qui sont très utiles. Ça me rappelle dans le tweet qu'on a relayé de Monsieur Attali, dans la clôture de son éloge à la transgression, il faisait un lien entre ce niveau de conscience qui permet de voir, d'être totalement disposé à poser des actes en vue de l'intérêt supérieur de la société, puisqu'il disait qu'il faut faire avancer la société. Ce sont ces personnes qui sont utiles aux autres. Donc, il y a un lien entre la dimension de l'utilité et donc ce rapport avec la notion de culpabilité, donc un niveau de conscience qui va exempter d'une dimension de culpabilité intérieure par rapport à certains actes, même par rapport à ce rapport avec la notion de
même la légalité. Donc, je trouve ça vraiment très puissant. Donc, je sais pas, peut-être que Thomas ne peut pas intervenir audiblement. En tout cas, il nous écoute. Certainement, vous aurez des moments d'échange après. Il y avait un point que je voulais donc vous relayer. Donc, c'est sur la base d'échanges que j'ai eu par écrit avec donc une personne qui se trouve, parce que je relais un petit peu nos échanges, en tout cas des points sur des groupes, notamment des groupes où il y a des personnes qui se disent psychologues, etc. Et donc il y a une personne qui a répondu à ma question concernant la culpabilité. Je vais essayer de vous lire un petit peu le fond de ces échanges. Donc quand je posais la question, la personne répondait que pour elle, la notion de la culpabilité, c'est en rapport avec la formation du surmoi construit par les personnes incarnant l'autorité et qu'on qualifierait de psychorigide. Donc, si vous avez entendu l'émission hier, Luc a bien décrit ce lien entre le ça, le moi et le surmoi, donc confirme cette dame. Elle continuait, c'est de l'ordre de la psychologie élémentaire. La culpabilité provient des injonctions des parents à corriger leurs enfants. Il en reste le fameux surmoi intégré dans le mental des adultes. Elle continuait, elle disait que donc les personnes qui... Alors je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des personnes qui seraient exemptées finalement de cette dimension de culpabilité si finalement elle était induite par rapport à un type d'éducation. Et elle disait qu'il semblerait que seules les personnalités sociopathes et les pervers seraient dépourvus de culpabilité. De plus, on suppose qu'ils jouissent de la souffrance d'autrui et de ce fait, elle disait qu'ils sont difficiles à psychanalyser. Donc la question, une petite question ouverte, petite question peut-être pas anodine que je vais poser. Souvent, on parle au niveau des écrits, donc du Christ qui est vu comme un peu hors norme, hors la loi par rapport à certaines actions qu'il a posées. Est-ce qu'on peut dire que le Christ, c'est un sociopathe ou un pervers? D'ailleurs, quel contenu a-t-on dans sociopathe et pervers? Voici la question que je pose. Voilà, tout dépend effectivement du contenu qu'on donne au terme qu'on utilise. Bon, s'agissant par exemple, si on prend l'exemple ce que tu appelles le Christ, si on revient dans la dimension de l'absolu, nous avons là un personnage qui est une fonction ou alors l'expression du rayonnement du principe créateur. On peut dire principe donc, ou alors la nature comme principe. Voilà. Et nous savons tous que ce qui est naturel s'oppose à ce qui est artificiel. Ce qui est naturel ne peut pas se dénaturer, perdre son essence, ses caractéristiques, parce que ça se conforme à ce qui est artificiel. Vous voyez, donc, l'espace social, la société, comme un espace de normes et de règles, nous l'avons dit, dommage que notre ami Thomas ne peut pas intervenir avec nous, on aurait bien voulu l'entendre dans ce domaine-là. Donc, la société comme un espace de normes et de règles. Nous avons là ce que les juristes appellent le droit positif, mais qui en réalité est une construction, un arrangement, une construction pour pouvoir canaliser les énergies vers un intérêt unique. Nous avons parlé de l'intérêt supérieur de la société. Donc, nous avons là une espèce de normes ou de règles qui sont totalement artificielles, en opposition avec l'ordre naturel. Vous voyez, en opposition avec ce que l'on pourrait appeler le droit naturel, en opposition avec l'ordre naturel. Bon, et derrière ce qu'on peut appeler le Christ, vous avez là la fonction, vous avez quelqu'un, une architecture qui est en phase avec l'ordre naturel, avec les lois de la nature. À ne pas confondre avec l'ordre social qui est totalement artificiel. Donc, maintenant, si vous le considérez comme un sociopathe,
Bon, ça veut dire que vous analysez son comportement, ses attitudes à partir de votre monde qui est artificiel. Ce que la dame appelle, dans ce que tu as lu, ce qu'elle appelle ici une construction mentale. Vous voyez, qui reste totalement artificielle. C'est comme, par exemple, un robot est configuré pour fonctionner d'une certaine manière. Bon, et si toi, qui représente l'intelligence supérieure au robot, tu veux faire fonctionner le robot, selon toi, le robot va résister. Le robot peut te considérer comme étant pas conforme à la norme que lui représente. Donc, si tu prends le robot comme la société, le robot peut considérer que tu es un sociopathe, entre guillemets. Donc, je comprends que dans les termes de la dame, sociopathe ici, donc c'est cet individu dont le comportement ne tient pas compte des règles, des normes établies par la société. Parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, ce qui crée la sensibilité des gens quotidiennement, ce sont les règles établies par la société. Je dis bien, ce qui crée même la sensibilité des gens quotidiennement. Ça veut dire que si je suis une représentation des règles sociales, lorsque toi, Angéline, ou n'importe qui, la pose un acte opposé à ce que je suis comme représentation de la norme, comme la norme sociale, je vais en être sensible. Ça va avoir un écho chez moi, ça va retentir chez moi. Vous voyez? Tout à fait. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Je surenchéris sur cette notion de sociopathe. Après, je laisse la parole. Je surenchéris sur la notion de sociopathe avec une question. En général, donc, la question que je posais, les sociopathes, quand on les observe, c'est pas forcément des personnes qui sont à un haut niveau de conscience. Hein. Quand on regarde, par exemple, au niveau du bagage, en fait, ceux qui sont appelés sociopathes en société, voilà. Quand on regarde peut-être les faits divers ou ceux qui se passent dans les tribunaux, quand on va dans le bagage éducationnel, l'environnement familial, ce sont rarement des personnes qui sont de familles de niveau de compréhension avancé. Ce sont des fois des enfants qui ont peut-être eu des traumatismes. Qu'est-ce qui fait comment se fait-il que certaines personnalités qui pourtant sont issues souvent de la classe prolétaire peuvent à un moment donné poser des actes sans grande finalement conscience au niveau de l'intérêt supérieur de l'État, qui semble les exempter de cette notion de culpabilité. Il y a certaines fois des personnes qui, même lorsqu'elles passent devant la cour de justice, jusqu'à la fin, auraient le sentiment de ne pas se sentir coupable du tout, hein, pourtant venant de la sphère prolétaire. Comment tu peux analyser ça? Oui, bon, ça peut se faire comprendre par le fait que la société, toutefois qu'on l'a analysée comme un espace de normes, nous pouvons aussi la comprendre comme un champ de force important, un champ d'énergie important. Et donc, généralement, on peut être issu de ce champ d'énergie sans être en capacité de pouvoir régir ou réguler, vous voyez, de manière harmonieuse les ondes, les pressions que ce champ d'énergie envoie. Donc, ça peut provoquer un dysfonctionnement sur ce que l'on est et devenir ce que les gens vont appeler ici sociopathe. Vous voyez? Tout à fait, parce que c'est le terme que je voulais essayer d'employer. Parce que souvent, on dit que ces gens-là ont des problèmes psychiatriques, donc entre guillemets, voilà, fous. Donc, c'est comme s'ils sont projetés dans une dimension qui les isole d'une certaine façon de ça. Mais ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'elles sont un niveau de compréhension avancé au niveau du degré dont on parlait, de conscience de l'intérêt supérieur de l'État. Non, non, pas du tout. Un jour, j'ai discuté avec un ami psychiatre, un très bon psychiatre, et donc il m'expliquait, parce qu'il passait en fait dans ses consultations, il m'expliquait que son patron qui lui était un professeur en médecine spécialisé dans la psychiatrie, et son patron lui avait expliqué que ce qui fait en sorte que les gens deviennent ce qu'on observe à l'extérieur fou pour la plupart des gens, c'est que des fois, ils se retrouvent en face des vibrations supérieures à leur capacité de régulation. Donc, ça fait qu'ils dysfonctionnent. Oui. Tout à fait. Alors, je vais lire rapidement le commentaire donc de Marc Calvin. Alors, Marc Calvin qui nous dit la loi étant tirée des lois physiques, donc elle est mutante. Voilà pourquoi cette loi peut condamner X et non Y. Et puis, je lis aussi une question d'Annick qui dit, et donc, si on sort de la sphère sociétale, qu'en est-il de la loi quand tu parles de l'ordre naturel, Luc? Quel est le positionnement, le rapport, le comportement vis-à-vis de cette loi-là?
si elle n'est pas dans la dimension de transgression, de culpabilité. Voilà. En fait, ça nous demande un peu de revenir. En fait, moi, j'y reviendrai. Et c'est vrai, peut-être avec notre ami Thomas, on reviendra là-dessus. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de loi sans conscience. Il n'y a pas de loi sans conscience. C'est d'ailleurs pour cette raison que si on revient à la source, à l'essence, on va voir que on dit Dieu, principe de tout, donc c'est le principe qui organise tout. Voilà. Et donc, ce qui fait que pour pouvoir agir de manière harmonieuse avec tout ce qui est organisé, il faut être l'émanation de la conscience. C'est-à-dire, il faut être l'expression de la conscience, ou alors intelligence en d'autres termes, pour pouvoir être en règle. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que quand nous revenons au niveau de la société, j'ai dit tout à l'heure que quand on éduque un enfant, on fait de lui l'internalisation des représentations extérieures. Et au premier chef de ces représentations extérieures, ce sont des règles, ce sont des normes, n'est-ce pas, ce sont des paradigmes. Donc, qu'on internalise. Donc, et sont ces règles-là qui créent l'état de conscience supposé de l'individu face à lui-même, face à autrui, face aux autres, et ainsi de suite. D'ailleurs, lorsqu'on change les lois à l'extérieur, on modifie l'état de conscience des individus. Vous voyez? Donc, pour répondre brièvement à la question de Annie, alors, prenons quelqu'un qui, ce qu'il reprend comme construction ou compréhension, vient au-delà de la société. Cet individu, il est le principe de régulation. Vous voyez le principe de régulation. Donc, ce qui crée son état de conscience, ce qui crée son comportement, ce qui crée son type d'interaction avec le quotidien, c'est pas les normes de la société, c'est ce qu'il représente, mais ce qu'il représente étant le reflet ou la projection de la chose dont il émane. Tout à fait, tout à fait. Très intéressant. Le mot qui me vient, l'expression, c'est liberté absolue de conscience. La notion de liberté absolue de conscience, dans la vraie dimension, parce que même en société, quand on parle de cette catégorie qui est au-dessus donc de la classe dite sociale, ils estiment être dans une liberté absolue de conscience, et c'est ces personnes quand on a entendu dans le petit audio que je vous ai fait écouter, qui font usage de la loi, qui ne se sentent pas soumis aux règles, mais pour lesquelles les règles, les lois imposées aux autres sont des outils qu'ils manient pour atteindre leurs objectifs. Donc ils ont cette liberté absolue de conscience, pourvu que cette conscience soit en lien avec l'intérêt supérieur de l'État. Et là, comme on disait, c'est encore limité, parce que si on va dans les interactions de ce type de personnalité, étant subordonné à la dimension d'intérêt, il n'est pas sûr que vis-à-vis d'une action extérieure qui viendrait heurter cette dimension d'intérêt, que eux ne tombent pas eux aussi dans une réclamation de culpabilité. Alors que la liberté réelle... Oui, vas-y. Je peux souligner quelque chose parce que c'est important, parce qu'il faut comprendre que une loi artificielle crée une conscience artificielle, un état de conscience artificielle. Vous voyez, une loi artificielle crée une conscience artificielle. Quand on prend les robots que nous utilisons, par exemple les téléphones ou bien les GPS ou le reste, les robots humanoïdes, c'est un assemblage de règles, de normes, mais ça crée une conscience artificielle. Donc, de la même manière que si nous rentrons vraiment dans le naturel, l'intelligence, vous avez une conscience naturelle. En fait, c'est là l'intelligence par définition. Donc, l'intelligence, par définition, ce moyen de régulation, ces capacités de régulation ne sont pas à l'extérieur. C'est elle qui est le principe même de régulation. Vous voyez. Tout à fait, principe même de régulation. J'aime bien le terme quand tu dis aussi la notion de gestion. Et donc, voilà, donc la liberté absolue de conscience, quand ça me venait par rapport à cette notion de conscience vraie dont tu parles, qui n'est pas une conscience artificielle qu'on peut voir dans les différents degrés en société, et comme on disait au départ, qui est clairement identifiée, même lorsque elle est en interaction avec des événements qui dans la société peuvent être interprétés comme contre elle, entre guillemets, contre nuisible ou autre, l'interprétation sera autre. Il y a une liberté même dans l'interprétation des faits
en dehors de cette doxa sociale à tous les niveaux, donc en dehors de cette notion d'intérêt. Donc Nadia, je crois, voulait nous dire quelque chose depuis tout à l'heure, donc on te laisse la parole. En fait, quand vous avez parlé du terme sociopathe, c'est un petit témoignage en fait, hein, et que quand on n'est plus dans les normes sociétales, en fait, quand on ne fonctionne plus dans la culpabilité, dans les émotions, dans la tristesse, je vais dire la personne que je suis s'est fait traiter de femme froide et sans cœur. Parce que face à certaines situations, je n'avais pas la même réaction. C'est-à-dire que j'étais calme, je ne voyais pas ça comme de la tristesse ou de la culpabilité. Donc, c'était ce que j'avais apporté, en fait. Merci beaucoup, Nadiège. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des derniers éléments qui vous viennent à la pensée de partager. Donc ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc Luc, je vais peut-être te laisser conclure. Si tu as un mot de conclusion, quelque chose que tu veux vraiment qu'on retienne par rapport à cette notion de culpabilité, qu'est-ce que tu aurais à dire? Je pense que depuis hier, on s'est dit beaucoup de choses sur ce sujet. Donc, l'important pour moi ici, c'est ce que je rappelais hier, faisant référence à la Bible, Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul dit que sans la loi, il n'aurait pas eu la conscience de la faute, ce qu'on appelle le péché, conscience de la faute. Donc, avant la loi, donc on peut dire le fonctionnement s'opérait, se manifestait parce que n'étant pas limité par la règle, par la norme, il n'y avait pas de culpabilité. Pour comprendre qu'en fait, ce qui crée la culpabilité, c'est la règle, c'est la norme, c'est l'élément fondamental qui crée la culpabilité. Maintenant, selon qu'un individu appartient, lorsque nous revenons au niveau social, vous appartenez à une sphère, selon que vous appartenez à une sphère sociale qui renvoie elle-même à un espace de normes et de règles, puisque vous êtes représentatif de ces règles et ces normes, en réalité, par définition, votre nature, c'est une nature culpabilisante. Vous voyez, parce que vous interagissez, la loi interagit avec elle-même. Je veux dire, la règle interagit avec elle-même. Lorsqu'il y a conformité à la règle, il y a ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de satisfaction qui reste imaginaire. Et lorsque l'individu se retrouve non conforme à la règle, il y a ce sentiment de culpabilité. Donc c'est pour ça qu'on voit quotidiennement, l'individu a l'impression d'être conforme, non conforme, il se culpabilise, il se pardonne, donc ainsi de suite. Ça, c'est un moyen de régulation. Mais maintenant, lorsque quelqu'un appartient à un monde autre que celui-là, c'est généralement pour ça que quand on juge quelqu'un, c'est toujours à partir de la norme dont on est représentatif, pas forcément à partir de ce que l'individu lui représente comme compréhension ou champ de conscience, mais toujours à partir de ce que l'on représente comme champ de conscience, qui lui-même renvoie à un espace de normes et de règles. Donc ceux qui sont plus avisés le savent effectivement comme ça, parce qu'ils savent clairement qu'on peut être dans un même monde, mais là-dedans, ce monde-là étant séparé par des mondes. Je parlais de multivers, séparés par des mondes. Donc chacun peut représenter un monde différent de celui de l'autre, et chacun en jugeant par rapport à son monde, et donc par rapport à ses intérêts. C'est un peu ça la complexité de ce qui fait que l'on peut se retrouver en train de se culpabiliser devant une situation, alors que l'autre en face, forcément, devant la même situation, il ne manifeste pas, il ne se manifeste pas de la même façon. Donc, tout cela ayant affaire donc à ce que chacun peut représenter comme type de règles ou type de normes. Voilà. Merci beaucoup, Luc, pour cette belle conclusion. La norme communique avec la norme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre disposition pour ces échanges qui ont été encore très, très riches. Donc, ils seront enregistrés et mis à votre disposition sur le groupe Un Regard Nouveau sur la Société et aussi sur la chaîne YouTube Un Regard Nouveau sur la Société créée à cet effet. Donc, vous pouvez écouter, réécouter et puis continuer à commenter et apporter des éléments de réflexion
Aussi, vous savez que vous pouvez rentrer en contact avec Luc, notamment pour continuer les échanges. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous et on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.